Vous m'entendez bien? C'est bon? Rebonjour à tous. J'ai vu beaucoup d'entre vous. Coucou. J'ai vu beaucoup d'entre vous pendant le déjeuner. On s'est vu aussi au moment de la pause. On a commencé à discuter. Je m'appelle Jean-Philippe Timsit. Je suis professeur à Lyon. Je suis un expert de la stratégie digitale, du marketing et de l'IA depuis très longtemps. Et l'équipe organisatrice m'a confié le privilège de conclure cette journée. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Je fais de l'IA depuis très longtemps. J'ai appris à coder quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans. Mon père avait acheté un ordinateur et j'ai appris à coder comme ça. Donc c'était un Amstrad CPC 464. Hein, certains s'en souviennent? Ouais. Qui est-ce qui a déjà touché une machine de ce type-là? Amiga 500, ça vous parle? Bon, tout ça, ce sont les premiers ordinateurs personnels. Moi, j'ai appris à coder sur l'Amstrad CPC 464. Donc ça veut dire quoi? J'ai appris un langage extrêmement moderne qui était le BASIC, hein, qui est extrêmement utile encore aujourd'hui, donc ça a complètement disparu, hein, bien entendu. Et donc quand j'étais môme, 8-10 ans, je codais. Donc je concevais tout un code pour changer les couleurs d'un jeu ou pour changer une mise en page. Je concevais des choses, d'accord? Et quand il y avait une erreur, eh bien, c'était impossible de corriger l'erreur. Quand il y avait une erreur de virgule, rien ne marchait. Un point-virgule pas au bon endroit, tout échouait. Le BASIC était conçu comme ça. Ce que vous devez retenir des échanges qu'il y a eu ce matin, lorsque nous avons parlé de comment le cerveau réagit, quel est l'usage des utilisateurs, quand nous avons parlé de données, quand nous avons abordé tous ces sujets, ce que vous devez garder en tête, c'est une chose très importante. Là où je galérais quand j'étais enfant, avec l'IA, ça n'existe plus. Parce que la chose que vous devez garder en tête, c'est que l'avancée de l'IA générative, c'est que nous parlons en langage naturel à des machines. Et ça c'est une révolution. Oui, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Oui, notre cerveau réagit plutôt mal aux sursollicitations. Oui, quand on lance un prompt dans le chat GPT, s'il est trop long, il nous dit n'importe quoi. S'il est trop court, il nous dit n'importe quoi. On ne sait jamais quelle longueur utiliser. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Oui, il y a le problème des données. Lorsqu'on insère des données dans le chat GPT et qu'on lui demande de faire des analyses, on ne sait pas où elles vont. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. C'est exact. Mais nous pouvons parler à des machines en langage naturel. Qui est informaticien ici? Voilà. Eh bien, 100% d'entre vous, sans avoir fait des études d'ingénieur informaticien, peut parler à un ordinateur. Ça, je n'aurais pas pu vous le dire il y a 2 ans. ChatGPT a été lancé le 30 novembre 2022, donc il y a presque 2 ans. Il y a 2 ans, la conversation que nous avons là, à l'instant, n'aurait pas eu lieu. Il y a 2 ans, ce que vous avez vu ce matin, sur toute la portée de l'IA dans notre société, n'aurait pas eu lieu. Pourtant, ça existait déjà. Ça existait, mais ça n'était pas dans le grand public. Ça existait, mais c'était utilisé par très peu de personnes, parce que c'était vraiment complexe. Le bond qu'on a fait en novembre, il est très simple. Maintenant, nous pouvons tous, pour une somme modique, et sur certains services même gratuitement, discuter avec des ordinateurs. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est un vrai saut. C'est un saut qui est extraordinaire. Il y a un revers à la médaille. Le web a été inventé en décembre 1989 par un Anglais qui travaillait au CERN. Cette invention, en fait, elle a changé nos vies. Soyons très clairs, elle a changé nos vies. À partir de 1995-1996, Google a été créé. 2004, Facebook a été créé. Le premier métaverse a été créé en 2003, hein, un peu avant Facebook. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que les GAFAM, donc les très grandes entreprises de l'époque, ont pris le pouvoir sur le web. Facebook a pris le pouvoir sur la donnée comportementale. Google a pris le pouvoir à travers la publicité. Microsoft a pris le pouvoir à travers les usages et la bureautique. Ces entreprises-là ont pris le pouvoir lorsque le web a été créé grâce à plus de puissance, une plus grande rapidité d'exécution et puis aussi le fait que nos États ont laissé faire. Ce qui est en train de se produire pour l'IA, là, en ce moment-là, c'est exactement la même chose. Ce qui est en train de se produire pour l'IA, c'est une prise de pouvoir de la part des plus grandes entreprises. Ce qui est en train de se produire pour l'IA en ce moment, en Europe par exemple, c'est Microsoft qui monte en puissance très rapidement. C'est Google avec Gemini qui monte en puissance. C'est Llama
On n'a pas parlé de Llama aujourd'hui, hein, mais Llama, c'est vraiment très important. Hein. Llama, c'est une IA générative. C'est quasiment la plus puissante qu'on ait aujourd'hui sur le marché, hein, open source, qui a été produite par Meta. Et si vous suivez les actions des principales entreprises mondiales, Meta, donc le groupe qui possède Facebook, a gagné 25% au dernier trimestre. La raison en est la publicité intelligente construite sur Llama. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment face à un choix quand on parle d'intelligence artificielle. On n'est pas dans la situation qui est est-ce qu'on va travailler dessus ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, j'ai un DG il n'y a pas très longtemps qui m'a dit non, mais nous, ce qu'on va faire, c'est quand même la mode, on va attendre que ça se tasse et on fera après. Alors ça, c'est la pire attitude que vous puissiez avoir. J'ai un autre DG qui m'a dit non, TikTok, j'y connais rien, donc on n'y va pas. En fait, la question de connaître TikTok ou pas pour le directeur général, elle ne se pose pas. La question, c'est est-ce que mes clients utilisent TikTok? Et s'ils utilisent TikTok, il faut que j'y aille. Vos usagers utilisent l'IA tout le temps. Quand ils ont un problème, ils posent des questions. Alors oui, la statistique qui a été présentée ce matin, elle est réelle. Il n'y a que 19% des Français. Alors évidemment, hein, on n'a pas un échantillon de 67 millions de personnes, mais les estimations sont assez précises. On est environ 1/5 des Français qui utilisent l'IA et pas régulièrement. Les gens qui l'utilisent tous les jours, très souvent, c'est beaucoup moins. Mais ce n'est pas parce que, enfin, rappelez-vous, ça n'a que 2 ans. Hein. Donc c'est en train de rentrer dans notre société réellement. Les usages sont en train de changer. Aujourd'hui, on n'a plus un étudiant de fin d'études qui a rédigé son mémoire seul. Ça a disparu, ça. Et ces étudiants-là seront des managers, des dirigeants, et dans très peu de temps, en fait. Donc la propagation de l'IA, la question ne se pose pas, en fait. Elle est en cours. Je veux dire, c'est un fait. On n'est pas face à une question qui est est-ce qu'on agit ou on n'agit pas parce que peut-être que... Non, elle est là. Elle est là, elle est tout autour de nous, elle est partout. Ma fille, qui est en 5e, aujourd'hui, quand elle fait une présentation PowerPoint, elle utilise des images sur Midjourney. Bon, alors moi, j'ai toutes les licences, hein, évidemment. Hein. Elle utilise ma licence et elle produit une image sur Midjourney pour illustrer sa présentation. Alors ma fille, c'est la gym, hein, son truc, donc elle produit des images de gym. Mais c'est pas ça, c'est que pour elle, c'est un usage naturel. L'image, elle ne va pas la chercher. Elle l'a fait, l'image. Et si elle l'a fait, parce qu'elle m'a demandé comment la faire, c'est parce qu'elle avait des amis dans sa classe qui le faisaient aussi. Et donc, si cet usage devient naturel pour elle, qu'est-ce qui se passera dans 3-4 ans ou dans 5 ans quand elle sera en stage, etc. Elle va continuer. L'IA est parmi nous, tout le temps. Donc, vos usagers, ils sont à la recherche de solutions qui sont liées à l'IA parce qu'ils utilisent l'IA. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'ils ont des services d'IA qu'ils peuvent utiliser gratuitement et que les services publics n'utilisent pas ces services-là? Il va y avoir un décalage. Donc la question du on y va pas, en fait, elle ne se pose pas vraiment. En fait. On est face à un roc et on doit l'appréhender de cette manière-là. Aujourd'hui, on est face à un phénomène qui est là. On ne peut pas faire semblant qu'il n'est pas là. On ne peut pas faire comme s'il allait changer. Il est là. Il est là et il nous est imposé par les plus grandes entreprises mondiales. Ça aussi, c'est un fait. C'est que, je vais prendre un exemple très très simple. Vous avez tous entendu parler de Mistral. On en a encore parlé tout à l'heure. L'IA de Mistral, en fonction des versions, elle tourne sur 8 milliards de paramètres ou 15 milliards de paramètres. Il y a une version fermée qui est à 35 milliards aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est l'IA française la plus puissante. C'est plus puissant que QTI. Okay, à votre avis, ChatGPT 4, 2 versions plus anciennes que celles qu'on utilise aujourd'hui. Combien de paramètres? Combien? On est à 175 milliards. 175 milliards de paramètres, il y a 2 versions. La dernière version, là, dépasse les 300 milliards de paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire, 300 milliards de paramètres? Imaginez, vous avez une table de mixage parce que quelqu'un chante et vous réglez le son. Au lieu d'avoir 64 potards, vous en avez 300 milliards. Et le moindre degré, donc vous passez de 1 à 2 sur l'un, ça change tout. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont la capacité technologique de conduire des projets de ce type-là, il y en a 5 ou 6 sur Terre. Et donc, elles ont du pouvoir. Donc, l'avenir vers lequel on va, ce n'est pas les LLM dont on parle là. Parce qu'il n'y a pas de concurrence sur les LLM. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas possible.
L'avenir vers lequel on va, et c'est plutôt vers ça qu'on va aller dans le domaine public, ce sont ce qu'on appelle les SLM. Les LLM, ce sont les larges modèles langagiers. Le LLM, c'est ChatGPT. On va aller vers des SLM. Un SLM, c'est quoi? C'est un modèle plus petit, mais très spécialisé. Et c'est vers ça qu'on va aller. Aujourd'hui, il y a des entreprises françaises qui développent des SLM pour écrire du théâtre, par exemple. Ils ont alimenté la machine avec du théâtre classique. Comprenez quelque chose d'extrêmement simple sur les IA. Une IA marche sur deux jambes. Une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est très simple. Une IA marche sur deux jambes. La première jambe, c'est le modèle, ce dont parlait la personne qui était juste avant moi. Le modèle, c'est quoi? Je donne une information et il me sort une information. Je donne un texte, il me sort une image. Je mets un 2, il me sort un 4. Il a fait une opération mathématique, il a fait une addition. D'accord? Ça, c'est le modèle. Sauf que le modèle ne sert à rien s'il n'a pas été entraîné. Il faut entraîner le modèle à lui. Il faut lui dire plein de fois, quand on donne un 2, tu sors un 4. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de chat. Quand on parle d'IA, vous n'avez pas remarqué qu'on vous parlait tout le temps de chat? C'est tout le temps les chats qui reviennent. Pourquoi est-ce que c'est tout le temps les chats? Ah oui, tiens, petite question. Tiens. Pourquoi est-ce que quand on parle d'IA, on parle tout le temps de chat? Comment? Parce qu'il faut entraîner l'IA et que tout le monde sur Internet ne parle que de quoi? Que de chat. Il y a 15 ans, il y a un crash très célèbre de Google qui a présenté sa première IA et qui montrait que l'IA pouvait reconnaître des animaux et pouvait donc différencier un chat d'une girafe. Ils ont montré plusieurs images de chats. À un moment, ils ont mis une image de girafe et l'IA a reconnu un chat. Donc c'est le premier crash célèbre de Microsoft, de Google. Alors pourquoi est-ce qu'on parlait de chat? On parlait de chat parce que les images de chats sont les plus abondantes sur le web. Comme elles sont très abondantes, c'est facile d'entraîner une IA avec des images qui sont abondantes. Et donc on a entraîné les IA avec ce qu'on avait, mais sur le web, le contenu il est médiocre. Le contenu il est médiocre sur le web. Allez sur Twitter et je n'aurai pas besoin de vous convaincre que le contenu est médiocre sur le web. Le contenu est médiocre et c'est avec ces... Mais comme on a besoin d'énormément de données pour alimenter les IA, eh ben, on a utilisé les données qu'on avait sur le web. Donc les IA sont entraînés. Les modèles fondations sont de très bonne qualité, mais ils sont entraînés avec des données de mauvaise qualité. Voilà pourquoi, de temps en temps, quand vous tapez des requêtes, donc des prompts dans les IA, vous avez des résultats qui sont hallucinants. Quand vous allez sur Midjourney, des fois vous lancez un prompt pour avoir une image et il vous sort n'importe quoi. Pareil pour Dali. Ces cas-là qu'on appelle les hallucinations sont liés à la faible qualité des données qui ont été utilisées en partie pour entraîner les machines. Et donc, ces données pour entraîner les très larges modèles sont moyennées. Et donc, on a des résultats de mauvaise qualité. On va aller vers des SLM qui sont beaucoup plus spécialisés. Et là, je ne parle pas de science-fiction, en fait. Excusez-moi, je ne parle pas de science-fiction. Je parle dans les 2 à 3 prochaines années. Et ça, si je vous parle des SLM, c'est pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Des questions qui sont du type, quand quelqu'un utilise un chatbot et qui demande quelque chose de très précis, il a quelque chose qui est moyen. Et c'est normal qu'il ait quelque chose de moyen. Parce que le chatbot va piocher dans un LLM qui est entraîné pour donner du moyen. Il n'est pas entraîné pour donner du précis. Donc là, on a parlé des modèles RAG, où en fait, la réponse d'origine est modifiée avec des données spécifiques. Sauf que ça pose un problème. Ça pose le problème de la circulation de la donnée. Elle va où, la donnée? Elle est utilisée comment? Comment est-ce qu'elle circule? Pour résumer, de manière très simple, vous ne pouvez pas vous passer d'IA, et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous en avez conscience. Mais aujourd'hui, les solutions dont vous avez besoin, on ne les a pas encore. On ne les a pas encore parce qu'on peut faire tellement de choses avec l'IA que le résultat, c'est qu'on a peu de choses hyper spécialisées. Or, vous avez des besoins hyper spécialisés. Et c'est là qu'était vraiment importante la table ronde qui était juste avant. Parce que pour sortir des résultats extrêmement spécialisés en employant l'IA, on a besoin de cas d'études qui sont très spécialisés, qui nous permettent de dire, dans ce cas-là, ça marche, et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur des cas qui sont très précis de cette manière-là. Et c'est pour ça que les IA qui sont des IA génériques, qui donnent des résultats moyens, ne vous permettront pas de régler la plupart des problèmes que vous rencontrez. Parce que quand quelqu'un vient vous voir pour un problème très spécifique, il a besoin d'une réponse très spécifique. Donc ma réponse à est-ce que l'IA c'est notre avenir, ma réponse est un peu ambiguë. Parce qu'elle est probablement notre avenir, mais l'horizon temporel, personne ne peut vous le donner. La question m'a été posée, quand est-ce qu'on aura... Il n'y a pas de réponse à ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Mais revenez en arrière, revenez 2 ans en arrière. Quand ChatGPT est arrivé, vous imaginiez de pouvoir discuter avec une machine en langage naturel?
moi, mon premier réflexe, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est j'ai mis des requêtes et je mettais des équations, ou je mettais des formules, parce que je pensais qu'il fallait… Et en fait, le langage naturel marche très bien, vraiment très bien. Alors oui, il faut s'entraîner parce que sur les prompts, il y a des techniques de prompt. Par exemple, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais il y a des techniques pas à pas qui marchent bien mieux que les techniques de prompt long, par exemple, ce qu'on appelle le prompt engineering. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que l'avenir est certain, mais on ne sait pas quand il va arriver. C'est ça qu'il faut garder en tête. Alors tout à l'heure, on m'avait demandé d'être court, parce que j'avais encore plein de trucs à vous dire. On m'avait demandé d'être court parce qu'il y avait des questions. Et donc là, je vais prendre un peu de temps pour répondre aux questions si vous en avez, ou si vous en avez sur les sessions de ce matin, ce genre de choses. Mais je vais commencer par une première question qui m'a été posée sur la notion de données personnelles, sur l'usage des données personnelles dans Copilot. Voilà. Certains d'entre vous ont été en contact avec l'IA, c'est pas l'IA, c'est le service qui a été proposé par Microsoft. Tout le monde connaît Copilot ici? Qui est-ce qui est utilisateur de Copilot ici? Ça a déjà été déployé? Ok, très bien. Bon alors, comment? Alors, en fait, il y a autant de copilotes qu'il y a d'utilisateurs, pour résumer. En fait, bon, il y a 3 versions principales de copilotes et il y a autant de déploiements de copilotes que d'utilisateurs. Mais de manière générique, l'utilisation du service a son importance. Bon, alors Copilot, comment ça marche? Copilot, c'est une IA construite, donc c'est une surcouche, construite sur ChatGPT, déployée dans tout l'univers de bureautique de Microsoft. Okay, donc ça marche sur les 21 ou 22 principaux services de Microsoft. Okay, je donnais un chiffre tout à l'heure, Total vient d'acheter 40 000 licences, par exemple, pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, pourquoi Copilot est particulier? Quand vous utilisez ChatGPT, que vous lancez une requête, votre requête, elle part aux États-Unis. Quand vous mettez en fichier joint un fichier de données, par exemple, parce que vous voulez un calcul de variance ou d'analyse statistique, on ne sait pas où ça part, ça. Quand vous utilisez Copilot, ça ne marche pas du tout comme ça. Les données restent en local. Copilot fonctionne d'une manière différente. Copilot est alimenté par vos propres données. Voilà pourquoi Copilot a de l'inertie. Microsoft, lorsqu'ils viennent chez vous, ils vous disent on aura besoin de 2-3 mois avant de commencer à avoir les premiers résultats, donc on a besoin d'un premier groupe test. Et en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est la première chose qu'ils font, c'est ils nettoient les droits de votre système d'information parce qu'il y a autant de copilotes qu'il y a de droits. La logique est que chaque personne puisse avoir un copilote qui est entraîné sur toutes les données qu'il a le droit d'utiliser. Ça veut donc dire qu'un agent, un directeur, un chef de projet, un directeur marketing, ils n'ont pas accès aux mêmes données dans le système d'information. Et donc, le copilote qu'il utilisera correspondra à la nature des données qu'il peut utiliser. Protection des données personnelles et puis aussi protection stratégique. Dans une entreprise, si un chef de projet a accès à toutes les données financières, il peut y avoir un problème, par exemple. Et puis vous travaillez avec des données qui sont hypersensibles. Donc, comme vous travaillez avec des données qui sont hypersensibles, il ne faut pas que ces données-là, elles circulent. Donc c'est ça le principe de Copilot. Donc à la question, est-ce que les données personnelles des usagers sont protégées avec Copilot? La réponse est dans la garantie de Copilot, Microsoft s'y est engagé. Microsoft s'est engagé à ce que les données restent locales. Je vais mettre un tout petit bémol à ça. Microsoft s'est fait choper il y a 3 ans lorsqu'ils ont gagné l'appel d'offres pour les données de la santé publique. L'appel d'offres a été relancé. Ils ont regagné, là, en garantissant que les données resteraient en France. Donc, il y a eu un doute très fort sur la capacité de Microsoft à sécuriser les données et à les laisser en local. Aujourd'hui, il y a la garantie de Microsoft. Microsoft prend un risque absolument considérable. C'est-à-dire, s'il y a une fuite de données ou s'il y a le moins de problèmes, c'est toute la crédibilité de Copilot qui s'effondre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, techniquement, Microsoft a environ 6 mois d'avance sur Google. Donc le service Copilot, il est un peu meilleur aujourd'hui, il est plus réactif, il est plus efficace que Gemini. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Donc Copilot est obligé de délivrer une qualité, Microsoft est obligé de délivrer un service de très grande qualité parce qu'aujourd'hui, ils sont en conquête sur un marché qui ne va pas rapporter maintenant, mais qui va commencer à rapporter d'ici 3-4 ans des sommes absolument considérables. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un conflit entre Microsoft et Google. Il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que Google était très dominant. Microsoft aujourd'hui est en train d'essayer de prendre le pouvoir en ayant de l'avance sur l'IA. Microsoft ne veut pas lâcher ça. Donc le risque sur les données personnelles, pour moi aujourd'hui, il est limité. Gardez en tête que ça ne veut pas dire qu'il sera encore limité dans 3 ans.
Il faut contrôler ces entreprises. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question? Vous en avez tous marre, vous avez envie de rentrer chez vous. Bien, merci beaucoup. Je te laisse conclure. On peut prendre le temps. Pas de questions. Si vous avez des questions sur les données, on avait abordé ça, ça peut être sur les... Moi j'ai une question, oui, qui est sur la souveraineté. Donc, vous parlez de copilote, effectivement, qui peut être hébergé par la plateforme Azure, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est bien ça? Alors, Copilot n'est pas hébergé, enfin oui, si vous... Voilà. Vous parlez des accords qui sont passés, et pourtant il existe une loi aux États-Unis sur l'externalité des données, même à l'étranger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez des composants américains, que vous utilisez du savoir américain, eh ben, le gouvernement américain, selon certaines lois, peut prendre des mesures et demander à ce que les données lui parviennent. Est-ce que c'est toujours vrai dans l'état actuel des accords avec Microsoft? J'ai lu un article là-dessus, donc je ne suis pas juriste, hein, mais ce que j'ai lu, c'est que le droit américain, effectivement, et ça a été le problème avec les puces qui ont été délivrées à la Chine sur des serveurs, enfin des puces américaines. Mais a priori, le droit américain n'est pas opposable dans le cas où on est. Thales est en train de sortir toutes les puces de ces satellites. Ouais, effectivement, ça a été un vrai problème. On a eu ça a été un vrai problème. A priori, de ce que j'ai lu, hein, alors je ne suis pas juriste, hein, mais de ce que j'ai lu, a priori, le droit américain ne peut pas s'opposer à la protection des données en Europe. Et d'ailleurs, Microsoft avait contourné en stockant dans un premier temps ces données en Pologne. Mais a priori, cette question-là a été traitée avant. J'ai discuté avec l'appel d'offres sur les données santé publique. J'en ai discuté avec quelqu'un de chez Microsoft et il m'a dit on n'a jamais baissé autant nos exigences parce qu'on voulait vraiment montrer qu'on était capable de le faire. Et ils ont un vrai problème de défiance en fait. Et ils voulaient vraiment montrer qu'ils étaient dignes de confiance. Il faut vraiment garder en tête qu'il y a une lutte extrêmement forte entre Microsoft et Google et que Microsoft est prêt à toutes les concessions pour prendre pied et pour empêcher Google d'avancer. Enfin, il ne faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment très très fort. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Allez-y. Moi, je ne suis pas juriste non plus, hein, mais en tout cas, on a des juristes en interne qui sont extrêmement vigilants sur ce sujet. Et ce n'est pas tant la question de la position concurrentielle de Microsoft que de la loi Patriot Act, qui fait qu'en cas d'attaque des États-Unis, le président peut effectivement demander un rapatriement de toutes les données. Et avec des élections présidentielles aux US qui laissent présager parfois des candidats qui ne sont pas très branchés sur la démocratie, il y a quand même une crainte d'organismes dont on fait partie sur le fait que finalement ce Patriot Act, il pourrait être utilisé dans n'importe quelle situation. Donc il faut quand même avoir en tête que même si Microsoft est très très attractif sur le sujet, il y a quand même cette crainte d'organisme avec la responsabilité qu'on peut avoir sur des données nominatives, avec ce patrimoine de données sécurité sociale qui est considérable, qui fait qu'on a des juristes en interne qui n'arrivent pas à franchir ce cap. En tout cas, je parle pour l'URSSAF, je ne sais pas si les autres branches c'est la même chose, mais c'est quand même un sujet qui est complexe. Je vous comprends. Je vais retourner à la question si vous le permettez. Moi, je vous pose une question très simple. C'est quoi l'alternative ? L'alternative, c'est effectivement des investissements. C'est le fait de dire aujourd'hui, on n'utilise pas Copilot, on va être sur le développement d'un chat souverain, LLM open source. Et c'est le fait peut-être de se priver d'un certain nombre de fonctionnalités à court terme, mais c'est d'attendre des alternatives, comme évoqué, qui sont françaises potentiellement, mais ou alors des usages qui sont extrêmement ponctuels, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on utilise la suite Office, donc quelque part, il y a aussi de la donnée personnelle qui peut être partagée, mais c'est de la donnée personnelle des collaborateurs et non pas des usagers. Et je pense que la grosse différence, elle est là. C'est le fait de dire, si on prend une responsabilité vis-à-vis des collaborateurs, c'est difficile d'engager de la donnée personnelle d'usagers. Alors, il y a aujourd'hui 4 entreprises leaders dans l'IA dans le monde. Il y en a 4. Il n'y en a pas 250 000, on n'a pas d'option. Il y en a 4. Il n'y en a aucune française. Et les 4 entreprises sont américaines.
Donc il y a Amazon. Amazon, sur les datas, ils ne plaisantent pas du tout. Pas du tout. Je ne crois pas que ce soit une option pour le service public de travailler avec Amazon. C'est la première chose. Ensuite, vous avez Google. Google a montré son manque de fiabilité ces dernières années, assez régulièrement. Et Gemini est une IA qui commence à monter un peu en puissance, mais on n'a pas de vraie preuve de fiabilité de Gemini. Ensuite, on a Llama, qui est donc de Meta, qui est une intelligence artificielle open source, qui a été entraînée, c'est vrai, qui est aujourd'hui commercialisée par Mistral. Mistral a 2 branches, une branche open source et une branche fermée, et la branche fermée est détenue par Microsoft. Et ensuite, en dernière solution, on a Microsoft. Donc, la question n'est pas de se dire... donc, les 4 entreprises sont américaines. Donc, si je reprends votre argument du Patriot Act, moi, j'ai lu le contraire. Mais ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas ça le problème. Oui, bien sûr. La question c'est une puissance étrangère. Et, tout à fait. Le résultat, c'est qu'en fait, on en a 4 qui appartiennent à la même puissance étrangère. Et on n'a aucune option. On n'a pas d'alternative. Moi, je lis des choses sur les alternatives. Enfin, il faut vraiment en avoir conscience. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'alternative. En IA, on n'en a pas. Pour une raison très simple, c'est que les modèles fondations, un modèle fondation, pour que tout le monde sache ce que c'est, en fait, un modèle fondation, c'est un modèle mathématique qui tient sur 20 ou 30 pages Word. C'est pas la complexité, elle est conceptuelle, elle n'est pas technologique, là. La vraie complexité, c'est l'entraînement avec les données. Et là, il faut il faut une telle quantité de données. J'allais sortir des téraoctets, mais en fait, il faut plusieurs milliers de téraoctets. Je vais prendre un exemple très simple. ChatGPT a été entraîné avec une base conversationnelle qui date des années 50, donc qui a commencé à être constituée dans les années 50 et qui continue maintenant, qui est nourrie de tous les dialogues de tous les films qui ont été produits aux États-Unis. Cette base de données a été construite pour nous permettre de dialoguer avec ChatGPT. C'est pour ça que de temps en temps, quand on dit quelque chose, on a l'impression que c'est un peu anachronique ce qui nous répond, ou de temps en temps, il utilise des mots qui sont un petit peu bizarres. Elle est là la raison, en fait. Mais ces données-là, aucune entreprise française, aucun service public n'en dispose. On ne peut pas entraîner nos IA aujourd'hui. On ne peut pas le faire. Et on ne peut pas constituer les données, parce qu'on va mettre combien de temps? Constituer les données, nettoyer les données, optimiser les données, on va mettre 3-4 ans, mais dans 3-4 ans, ils en seront où, ChatGPT? Moi, je pense qu'en fait, ce n'est pas la bonne option de dire on va attendre et constituer notre solution souveraine. Je pense que ce n'est pas la bonne option. Ensuite, on peut en discuter, hein, mais pour moi, c'est l'option la plus risquée. Parce que si on fait ça, on donne le pouvoir à de grosses entreprises américaines d'avancer tellement vite que dans 3 ou 4 ans, on sera dépendant. Vous savez quel est la part de marché de Google aujourd'hui? Ils sont à 92% ou 93% en termes de moteurs de recherche. Alors ça va baisser là, hein, parce que les moteurs de recherche sont en train enfin, l'influence des moteurs de recherche est vraiment en train de baisser. Qui a essayé Perplexity ici? Une fois qu'on a essayé Perplexity une fois, on ne va plus jamais sur Google. Je vous encourage à utiliser un logiciel qui s'appelle perplexity.ai, qui est un moteur de recherche fondé sur l'IA. Utilisez-le une fois, vous n'utiliserez plus jamais Google. La puissance, enfin, mais c'est une boîte américaine encore. Donc, il y a aussi quelques boîtes anglaises, mais la plupart du temps sur capitaux américains. Et puis, il y a des boîtes chinoises. Oui, c'est une réalité. Il y a des entreprises chinoises, mais voilà. Tencent a des solutions. Baidu a une solution qui est très puissante. Baidu. Donc, en fait, le truc, c'est on a fait le choix de limiter les très grosses entreprises il y a quelques années. On en paie les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, la puissance, elle est plutôt américaine. Donc l'enjeu des données personnelles, il vaut mieux avoir des données locales, même si on bosse avec une boîte américaine, plutôt qu'avoir des données qui circulent. On n'a pas d'option technologique. S'il y en a, enfin j'en parlerai avec plaisir avec vous, hein, mais aujourd'hui, Mistral, ils vont mettre... Il y a QTAI qui vient de lancer un service vidéo, mais honnêtement, on est à des années-lumière de Sora, à des années-lumière. Le problème, en fait, des boîtes américaines, la très grosse difficulté qu'on a, c'est que pour beaucoup de boîtes, on ne connaît pas le capital. Vous connaissez le capital d'OpenAI, vous? Vous connaissez les investisseurs? Personne ne les connaît. Donc, on ne connaît pas les entreprises. Donc, on ne sait pas avec qui on travaille, en fait. Ça, c'est un vrai problème. Ensuite, Google. Non, je vais prendre un exemple très simple. Facebook, vous vous rappelez la fuite de données de Facebook il y a 3 ans?
il y a eu une fuite de données considérable. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, Facebook, qui a toujours dit « jamais nous ne vendrons nos données », parce que les données, c'est le pétrole, jamais on les vendra pour nous, ben, on a découvert qu'en fait, l'iPhone a été construit en partie sur des données de comportement de consommateurs fournies par Facebook. Donc Apple achète les données à Facebook depuis très très longtemps. Donc la question de la confiance, c'est une vraie question. C'est vrai. La question de la confiance est une vraie question. Mais on a aussi la question de nos options. Et nos options, aujourd'hui, on n'en a pas tant que ça. Donc on peut faire les choses à notre manière, en sécurisant nous-mêmes nos données. Ça, on peut le faire. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Mais je ne conseille pas d'attendre. Ensuite, chacun fait comme il veut. Hein. Mais par exemple, c'est le ministère... c'est la direction des systèmes d'information du ministère de l'Intérieur qui a développé Albert, je crois. Hein. Albert marche très bien. Albert est très fonctionnel. Albert a un problème d'entraînement, hein, parce que ça manque de données, mais Albert est prometteur. La question c'est, et moi j'en parlais avec l'un des responsables, la question c'est, il y a eu un colloque à Suresnes sur le sujet il y a 3 semaines, la question c'est, dans combien de temps Albert sera à la hauteur du chat GPT qu'on a aujourd'hui? C'est un super pari quand même. Hein. C'est un super pari. Ouais. Moi j'ai une question, je suis désolé, elle est très terre à terre par rapport Moi j'aime bien les questions terre à tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Nous sommes la plupart dans la salle des managers et donc face à une transformation dont on pressent qu'en effet elle est inéluctable. Ça ne sert à rien de s'y opposer, il faut l'accompagner. On a vu et ce matin et cet après-midi qu'en effet on est tous en train de travailler dessus, mais on est au début quand même de la démarche et les réalisations concrètes, elles vont arriver, mais pour l'instant on en a peu de tangibles en fait, pour dire les choses crûment. On voit aussi que les démarches sont souvent assez proches, avec une acculturation, une sensibilisation des équipes pour que nos équipes prennent l'habitude d'aller prompter alors sur des bases sécurisées. Puis en parallèle, on voit qu'on essaie d'aller vers des outils plus encapsulés, où on travaille sur des process sur lesquels on va amener vraiment de la valeur. Voilà. Mais on voit qu'on est au début de la démarche. Voilà. Ma question, c'est, au vu de vous, de l'expérience que vous avez d'autres structures, d'autres entreprises qui peut-être travaillent de manière un peu plus en avance que nous sur ces sujets-là, quels sont les leviers en fait, de réussite pour des managers comme nous? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater en termes d'accompagnement de la transformation? Voilà, quels sont les principaux axes? Alors, c'est une question super complexe. Enfin, je suis désolé, je vais vous apporter une réponse simple. C'est pas l'habitude, hein, d'accord? Mais je préfère dans ce sens-là. Ouais, mais bon. En fait, très clairement, s'il y a un truc qui désamorce, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'IA avec des équipes? On génère de l'angoisse. Mais on génère vraiment de l'angoisse parce que, vous l'avez dit, je ne sais plus qui a dit mon job va se faire bouffer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur job. Et c'est vrai, et c'est une réalité. Hein, il y a des métiers qui... Enfin, il faut pas... Il y a des gens qui vont devoir changer de métier. Et puis il y a des gens dont la fonction va disparaître. C'est une réalité. C'est vrai. C'est vrai. Il y a l'expression habituelle qui est il ne faut pas avoir peur de l'IA, mais la personne qui va vous remplacer, c'est quelqu'un qui utilisera mieux l'IA que vous. Okay. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Ces angoisses-là, elles sont réelles. Les gens les vivent et la plupart du temps, ils ne les expriment pas. Et le boulot du manager, c'est en partie d'absorber toutes ces angoisses. Il les absorbe constamment comme une éponge. Non, mais c'est super dur en fait à vivre ça. Parce que c'est difficile de vivre les commentaires de ces équipes qui disent que c'est de plus en plus compliqué, qu'il y a plein de choses qui sont automatisables. Dans la réalité, ce qui désamorce le plus tous ces problèmes-là, c'est la formation. Mais le principal problème qu'on a, c'est que la plupart du temps, les managers font former leurs équipes et eux ne se forment pas. En France, on est... Alors, je n'ai pas les statistiques dans le public, j'ai les statistiques dans le privé. On est le 2e ou 3e pays où les dirigeants se forment le moins en Europe. On est à des années-lumière de l'Allemagne. En fait, on a tendance à peu se former. Alors, les dirigeants, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils font former leurs équipes, mais eux-mêmes ne se forment pas. Et on l'a très souvent au niveau managérial. On fait former les équipes, mais on ne se forme pas. Et en fait, l'un des moyens de désamorcer ça, c'est la formation. Mais ça ne veut pas dire se former à la technique, parce que si j'essaie de vous envoyer un signal, c'est qu'en fait, la technologie, elle n'a pas vraiment d'importance, en fait. Ce n'est pas la technologie qui est en train de changer nos vies, en fait. Ce qui est en train de changer nos vies, c'est les usages de la technologie.
Ce qui est en train de changer nos vies, c'est que les gens, ils veulent des choses différentes, ils veulent le faire de manière différente, et ils se comportent de manière différente. Quand quelqu'un a un mail à écrire et qu'il l'écrit, mais rappelez-vous quand les mails sont arrivés, comment ça a transformé nos rapports à l'autre en fait dans les entreprises, comment ça a transformé les réunions, tout a changé. Moi, je me souviens, j'avais un DG il y a 20 ans, il me disait maintenant c'est bon, le papier c'est mort, c'est fini. On arrête le papier, on ne fait plus que du numérique. On n'a jamais consommé autant de papier que maintenant. En fait, il y a énormément de croyances. Et ces croyances, elles nous pourrissent la vie. Et ces croyances, elles nous effraient quand on croit qu'on peut tout faire avec l'IA. Allez dire à un boulanger qu'on peut tout faire avec l'IA, ça va le faire rigoler. Non, mais il faut garder en tête que non, on ne peut pas faire tout avec l'IA. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire avec l'IA. Par exemple, des relations interpersonnelles entre un agent et un administré, par exemple, ça, ce n'est pas automatisable. C'est une vraie relation. Moi, j'ai eu un problème pour mon billet d'avion, j'ai voulu voir quelqu'un. Parce que le chatbot ne marchait pas. Donc, tout à l'heure, l'exemple, là, j'étais en plein dedans. Moi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on ne forme pas les gens, on laisse la place aux angoisses, on laisse la place aux rumeurs. Donc, en fait, je suis désolé, ma réponse, elle est assez simple, c'est il faut former les gens. Parce qu'en fait, il faut commencer par ça. Et il faut les former aux usages et aux évolutions. Et si on ne fait pas ça, on laisse la place à la rumeur, on laisse la place aux croyances, on laisse la place aux angoisses, et en plus, les gens font des conneries, et c'est quand ils font des conneries qu'ils se disent que l'adversaire il est en face d'eux. Il ne faut pas oublier un truc, hein, la principale raison d'erreur, elle est entre la chaise et l'écran. Hein. Non mais c'est une réalité ça, je veux dire, c'est la réalité ça, je veux dire, c'est la réalité des faits en fait, d'accord ? Gardez ça en tête. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai un tout petit dernier point pour vous, madame, je suis désolé. On est en contact en plus sur LinkedIn, mais je ne me rappelle pas de votre... Je suis désolé. Moi, je pense, parce qu'en fait, je ne voudrais pas que mon propos vous laisse à penser qu'on est écrasé par les GAFAM et que c'est comme ça. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut au contraire lutter contre eux. Je viens de sortir un livre qui s'appelle « Déplatformiser » où j'explique comment les entreprises peuvent faire pour sortir de l'emprise des principales plateformes, justement. Donc, j'ai écrit dessus, en fait. Ce que je pense, c'est qu'il y a certaines options qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on a été trop lent ces dernières années. Et sur ces options-là, il y a des choses sur lesquelles, là, aujourd'hui, ça va être difficile d'agir. Mais il y a d'autres domaines sur lesquels on peut agir. Donc, on peut rattraper notre retard sur certains points. Mais si on ne fait rien, et c'est aussi en partie pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que moi, j'interviens surtout dans les entreprises privées, mais ça m'intéressait de voir des gens qui sont avec... de la fonction publique, en fait. Ça m'intéressait pour une raison simple, c'est que si on ne fait rien maintenant, ces grosses entreprises vont refaire ce qu'elles nous ont fait avec la publicité. Et il y a un proverbe aux États-Unis qui dit la chose suivante, et je terminerai là-dessus, qui est « Si tu m'as une fois, c'est de ta faute. Si tu m'as 2 fois, c'est de la mienne. » Et ce qui est en train de se produire là avec l'IA, c'est exactement ce qui s'est produit avec la publicité. Aujourd'hui, on peut agir. Vous avez accès à des grands nombres de données, vous avez accès à des grands nombres d'utilisateurs, vous pouvez développer des solutions. Mais donc, le cœur du problème, il n'est pas technique, en fait, il est politique, au sens de la vie de la cité, de la vie du citoyen. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Non, je pense qu'on va, conclure sur ces belles paroles. Aussi, vraiment des applaudissements, je pense, pour la caisse primaire qui nous reçoit, tout le groupe Com, la Cousinade, les acteurs Cousinade qui ont œuvré nuit et jour. Il y aura les replays, donc ça a été filmé, tout ça, donc c'est intéressant aussi, ce sera mis à disposition. Et puis, bonne fin de journée et on espère que ça vous a plu. Bon retour chez vous, au revoir.